Bonjour, nouveau vlog avec aujourd'hui Dune, non, pas le Dune de Denis Villeneuve, celui de David Lynch. Et oui, je n'ai pas encore vu celui de Denis Villeneuve, mais j'ai écouté le livre audio de Dune de Frank Herbert, et du coup je vais pouvoir vous faire un petit retour global, notamment sur le film de David Lynch, mais aussi sur l'adaptation et sur ce que ça a donné tout ça. Parce que mine de rien, le père Lynch, il a moins déliré qu'on aurait pu le croire. La planète Arrakis est la seule de l'univers à contenir l'épice, la nouvelle source qui est en train de transformer l'énergie de l'univers. Elle a été retirée aux Harkonnen et donnée aux Atreides. Évidemment, les Harkonnen apprécient pas ça du tout et ourdissent déjà des plans pour faire chuter la maison du duc Leto Atreides. Malheureusement, et malgré les efforts de la famille Atreides, la famille chutera et c'est le fils Paul qui va devoir venger la famille, aidé de sa mère et des Fremen, les habitants de la planète Arrakis. Récit christique pour certains, récit incroyablement philosophique pour d'autres, Dune a marqué toute une génération. La question se pose donc, qu'est-ce que notre bon vieux David Lynch en a fait? L'histoire va avoir trois axes. Un premier axe qui va tourner essentiellement autour de la chute de la maison Atreides. Chute inéluctable qui est vendue dès les premières pages du livre. Puisque le deuxième axe de l'histoire est basé sur des prophéties, et notamment la prophétie des Bene Gesserit. Les Bene Gesserit sont des sortes de voyantes femmes capables de voir dans l'avenir. Et en fait, pour elles, il est clair que la maison Atreides va chuter et disparaître, c'est acquis. L'enjeu n'étant pas tant que la maison survive, que le fils Atreides survive, car il serait le Kwisatz Haderach, qui est supposé, grosso modo, ramener l'unité dans l'univers. Et le troisième axe de l'histoire, c'est donc l'histoire de Paul, qui lui va donc être confronté à cette prophétie, au fait de perdre son père et de voir la maison Atreides chuter, et comment il va faire pour regagner la planète Arrakis, la planète Dune, et changer à tout jamais l'équilibre de l'univers. Ce qui est impressionnant dans l'écriture de Frank Herbert, c'est notamment la capacité à décrire avec finesse ce que les personnages ressentent et leurs enjeux. C'est probablement pour moi l'un des éléments premiers qui fait que l'œuvre de Frank Herbert a été aussi populaire. Cette capacité à lier un récit extrêmement dense à des chapitres finalement très efficaces et très courts, tout en gardant vraiment cette capacité à donner de la profondeur juste à ses personnages. Ça, c'est vraiment balèze. David Lynch a fait, selon moi, deux choix extrêmement forts qui font que le film est vraiment solide. Le premier, c'est de dire « je vais utiliser l'écriture de Frank Herbert ». Donc on a énormément dans le film de passages où les personnages disent rien et on entend leurs pensées. C'est une figure de style lourde, je sais pas si on peut encore bouffer ça dans les années 2000. J'ai pas encore vu la version de Denis Villeneuve, ne me spoilez pas, hein. Ça se trouve il le fait aussi dans son film. Mais j'ai trouvé ça, quand on lit le livre de Frank Herbert, je trouve ça cohérent de se dire « putain, mais ça c'est tellement bien dit, je le mets tel quel. » Le personnage dit rien et on l'entendra penser. Pourquoi pas? Ça a tendance à dater le film, c'est un effet qui fait très années 80, je trouve. Dans le sens où, c'est toujours compliqué de ne pas laisser au spectateur le choix de comprendre ce qu'un personnage ressent. Ça enlève de l'émotion au cinéma, au lieu d'en rajouter. Souvent, il vaut mieux qu'il y ait une discordance entre ce que le personnage montre et ce qu'il pense. Parce que si tu surlignes, entre guillemets, des choses qui sont évidentes, je donne un exemple tout con, mais on a un personnage qui a un regard franc et vraiment admiratif qui est là. Et tu entends le mec dire « oh, ce personnage-là, cet homme, je pourrais l'admirer, je l'admire vraiment. » Tu vois, bah oui, on l'a vu. Donc c'est très compliqué de trouver cet équilibre-là et de ne pas basculer dans le surlignage qui rendrait le film un petit peu gloubi-boulguesque. Mais, connaissant l'écriture de Frank Herbert et son efficacité, je comprends que Lynch ait pu se dire ça. Et surtout, ça lui permettait de conserver un maximum de densité dans le moins de temps possible sur les personnages, sans les faire trop parler, sans trop les montrer, tout en gardant un maximum des personnages du bouquin, ce qui est quand même aussi assez fou, parce que bon, voilà, son film il dure 2 heures, un peu moins, si je dis pas de bêtises, bon, c'était chaud quand même de résumer tout ça en 2 heures. Le livre, je crois que le livre fait 900 pages, donc vous voyez, et c'est dense, j'insiste, c'est vraiment dense, hein, et les personnages, ils ont beaucoup de choses à développer. Et en parallèle, il se dit aussi, mais il y a des choses que je vais résumer, je vais radicaliser, parce que sinon, le film va devenir imbouffable, trop long. Et il y a donc un choix très très fort, qui divise encore beaucoup aujourd'hui les fans de Frank Herbert, ça a été de transformer les Harkonnen en monstres. Les Harkonnen du livre sont clairement pas des gens bien, faut pas non plus faire dire ce que j'ai pas dit, hein, c'est pas cool. Mais c'est quand même pas des monstres putrescents comme dans le film de David Lynch. Et Lynch a rajouté une couche là-dedans en faisant de lui un gros adipeux sale, il a des bubons dégueulasses dont quelqu'un vient s'occuper là avec une seringue, c'est absolument horrible. Et toute son équipe est comme ça. Donc,
c'est un choix qui peut être très critiquable parce qu'on s'éloigne vraiment du bouquin. Mais ça donne aussi au film son immédiateté. Comme ils sont clairement horribles visuellement et que le film en rajoute assez pour qu'on les déteste, toute la deuxième partie du film où Paul va grosso modo aller vers sa consécration et venger sa famille et changer le destin de l'univers, débarrasser l'univers de ce genre de merde, c'est évident, on peut être que pour lui, y a pas de doute. Alors que dans le bouquin, c'est plus ambigu, pardon, la mère de Paul a des moments où à la fin du bouquin, elle a peur de lui plusieurs fois. Elle se dit non, franchement, il est froid et calculateur, machin. Donc c'est un mec qui atteint la préscience, qui commence à tout savoir. Donc forcément, il y a des moments où il est plus très humain. Le film commence par une présentation de l'univers avec une tête de fille sur l'univers qui disparaît et revient. Kitsch au possible, années 80 possible, c'est imbouffable. Certains effets de maquillage, des gros sourcils, certains effets de choix de costumes, ça fait vraiment art plastique à 2 balles. Il aurait pu éviter, ça alourdit ce film, ça l'a daté beaucoup. Certains fonds bleus piquent les yeux, certains effets spéciaux sont vraiment devenus imbouffables. C'est juste pas possible. Donc oui, vous aurez du mal à le regarder si vous le regardez maintenant. Et comparé au film de Villeneuve, ça va être un petit peu la claque. Et pour moi, le truc qui rend le film le plus compliqué, c'est une 3e partie qui, même dans le livre, je trouve, reste assez ambiguë, qui s'appelle La Guilde. Et on comprend grosso modo que c'est le commerce qui est devenu le leader de l'univers. Parce que, grosso modo, entre les Harkonnen et les Atrides, au-dessus d'eux, il y a l'empereur. Et l'empereur, par définition, on penserait qu'il domine tout. Or, non, dans le livre, on comprend assez vite que la guilde tire les rênes économiques du monde. Et du coup, c'est eux les vrais maîtres. Et ça a été traduit chez David Lynch par le fait que les gens de la guilde, on le dit dans le livre, on les voit jamais parce qu'a priori, ils consomment trop d'épices, et l'épice a tendance à vous transformer, à vous faire les yeux bleus et tout ça. Bon bref, je vous passe les détails. Et dans le film, c'est traduit par le fait que le chef de la guilde est un monstre, une sorte de lombric très bizarre, avec une gueule je sais pas comment le dire, je veux pas lâcher un mot dégueulasse, mais une sorte de fente comme ça, toute dégueulasse, et qui se balade, quand on le voit dans son univers, un moment dans le film, c'est complètement délirant, on le voit nager dans une sorte de flaque translucide. Alors est-ce que c'est de l'épice? Franchement j'en sais rien, j'ai pas trop compris. Et il crache des sortes de lasers comme ça qui forment des réalités ou des possibilités de l'avenir. Je pense que c'est une imagerie de ce genre là. Honnêtement c'est comme ça que je l'ai traduit, je suis pas sûr d'avoir tout compris. Mais ces passages là, c'est pas que ça marche pas, c'est ridicule et c'est nul. Ça ne marche pas, mais à un point c'est impressionnant. Moi j'ai traduit ça par le fait que ces personnages-là consomment de l'épice, et comme l'épice a tendance à rendre les gens prescients, ils ont atteint aussi un certain niveau de prescience, et ils ont d'autres agendas, d'autres envies que le personnage de Paul, le héros. Mais honnêtement, ça fait rire, quoi. Franchement, ça fait rire. C'est assez ridicule, ça dégonfle le film assez terriblement. Nonobstant, et malgré ces vrais défauts qui font que Dune est un film qui est difficile à regarder maintenant, il faut appeler un chat, le film a malgré tout des vrais moments. Les passages avec l'Harkonnen sont particulièrement marquants et horribles, notamment sur leur propre planète. On a de très beaux moments de désert, des plans absolument magnifiques. Le film souffre des scories des années 80 à bien des niveaux. J'ai pas parlé non plus des scènes de guerre de groupe où on voit les fameux effets des années 80, on voit les mecs courir, exploser en faisant des pirouettes. Mais malgré ça, la musique extrêmement phasée. Alors c'est Toto qui a fait une partie de la musique, donc il y a le côté guitare électrique des années 80. Bon, on aime ou on n'aime pas, mais je trouve que ça passe encore. Et je ne sais plus il y a une musique classique aussi qui est composée, notamment le thème, je ne sais plus le nom du compositeur, je le mettrai à l'écran. Le thème notamment du prophète et du héros est assez génial, c'est une sorte de chœur comme ça. Et du coup, par moments, on a des vraies montées comme ça de lyrisme et d'épopée qui sont franchement impressionnants. La dernière grande bataille de la fin, franchement, est bien sympathique, notamment sur les airs des sables, il y a des trucs qui sont franchement cool. Par moments, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, la séquence... Encore une fois, il y a des fonds bleus qui piquent les yeux, des cascades qui font vraiment pitié, il y a plein de choses qui marchent pas, on est bien d'accord. Mais elle a bien retraduit le côté un peu fou, un peu dément de la fin du livre aussi, qui arrive avec ce Paul prescient et sa sœur, il y a tout un truc comme ça qui est assez dingue, avec une petite fille de 4 ans qui parle comme une adulte en disant des choses horribles, enfin... C'est assez étrange, et c'est dans le livre ça. Donc, malgré tout, le film a quand même réussi un certain pari de retranscrire cet univers avec une fidélité, je trouve, mine de rien, assez admirable. Mais le film a vieilli, il a pris un coup dans la gueule, et du coup, c'est très intéressant de voir Denis Villeneuve tenter une adaptation
en 2020. Paix et prospérité à vous les amis.